Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous lire un petit texte pour vous parler des caractères sexuels secondaires chez la femme. Petit texte qui rentrera bien sûr dans la nouvelle édition, revue et augmentée de l'éveil des consciences qui sortira avec 800 pages ou même peut-être plus de 800 pages et de nombreux dessins en plus. Donc je vais vous lire ce petit texte qui vous parle de l'homme, de l'humanité et de nos particularités anatomiques. Ce petit texte s'appelle Les seins des femmes et autres caractères sexuels secondaires. De tous les grands primates, seule la femelle humaine, la femme, arbore des mamelles saillantes, extrêmement visibles et souvent bien plus volumineuses que celles des autres primates. À part l'homme, qui est exclusivement bipède, les grands primates se déplacent au sol, principalement à quatre pattes. Dans cette position, les contraintes physiques sur les mamelles sont telles qu'il est impossible qu'une sélection génétique se fasse sur un développement en volume de la poitrine. En effet, une démarche quadrupède lors des déplacements entraînerait sur une poitrine volumineuse, des contraintes excessives sur la trame de tissu conjonctif maillant l'intérieur du sein et protégeant les glandes mammaires. Ce qui pourrait générer, lors des ballottements des mamelles, des ruptures du tissu conjonctif de maintien et des inflammations douloureuses qui, à la longue, pourraient compromettre la bonne santé des femelles en engendrant des pathologies plus ou moins sévères, limitant leurs chances de survie et de transmettre leurs gènes. Lorsque nos lointains ancêtres poussés par des changements climatiques passèrent de la forêt à la savane, la position bipède qu'ils avaient adoptée préalablement ne générait plus les mêmes contraintes sur les mamelles des femelles. Ainsi, en position redressée, la poitrine ne risquait pas, lors des déplacements, de ballotter dangereusement, ce qui entraîna le développement en volume des seins par la sélection de mutations aléatoires, générant la prolifération des adipocytes ou cellules graisseuses, dont la fonction primaire était de protéger les glandes mammaires et de faciliter la prise en bouche du mamelon par les petits lors de l'allaitement. Associé à la bipédie, le développement en volume des seins n'entraînant plus de pathologie, s'avéra au contraire extrêmement bénéfique aux femelles en leur permettant, par le signal de maturité sexuelle qu'ils indiquaient aux mâles, d'optimiser leurs chances de survie et de transmettre leurs gènes. En effet, en changeant de milieu, en passant de la forêt à la savane, les femelles de nos lointains ancêtres se retrouvèrent, lorsqu'elles avaient des petits, totalement dépendantes des mâles pour rechercher leur nourriture. Contrairement à la vie en forêt, où les prédateurs sont peu nombreux et où il est toujours possible en cas de danger de se réfugier très vite dans un arbre avec son petit dans les bras, en savane, où rôdent de dangereux prédateurs, il était impossible pour les femelles de nos ancêtres portant leurs petits dans les bras de s'éloigner des rares arbres pour aller chercher de la nourriture. Dans ces conditions, le seul moyen pour les femelles de rester en vie avec leur progéniture était de rester près des arbres afin de s'y réfugier au plus vite à l'arrivée d'un prédateur, et de compter sur les mâles pour obtenir la nourriture nécessaire à leur survie et à la croissance de leurs petits. Dans cette savane dangereuse, la pression sélective fut exacerbée, modifiant extrêmement rapidement la biologie et le comportement des femelles. Les périodes d'oestrus visibles indiquant les périodes de fécondité mensuelle des femelles propres à tous les grands primates disparurent pour ne laisser transparaître que les signes de maturité sexuelle. Cette stratégie reproductrice, sélectionnée génétiquement d'une façon aléatoire, avait comme avantage d'optimiser les chances de survie des femelles en sélectionnant les mâles
qui recherchaient l'accouplement, et non pas uniquement lors des périodes de fécondité mensuelle, mais le plus souvent possible. Accouplement et attention sensuelle que les jeunes femelles faisaient payer au mâle très cher, c'est-à-dire leur faisaient payer par de la nourriture qui leur permettait de survivre avec leurs petits sans être obligés de s'éloigner des arbres pour chercher à manger et par là d'allaiter et de nourrir leurs petits en bas âge en toute sécurité. Ainsi, les signes indiquant la fécondité mensuelle des femelles disparurent pour ne laisser place qu'à des signes indiquant l'âge de fertilité de la femelle, c'est-à-dire l'âge de fécondité entre l'enfance et la vieillesse. Le gonflement mensuel de la vulve fait pour signaler au mâle la période d'ovulation disparue progressivement, pour laisser place à tout un ensemble de caractères morphologiques indiquant que la femelle était en âge d'être courtisée, nourrie, protégée et fécondée par le mâle. Ainsi, la vulve ostentatoire rosée et turgescente des femelles de nos lointains ancêtres de forêt disparut progressivement entre les cuisses pour devenir un sanctuaire discret caché dans la graisse pubienne que seul le mâle le plus généreux et protecteur pouvait entrevoir pour peut-être, dans la jouissance de la pénétration, y vider sa semence et transmettre la vie et la mémoire génétique de sa lignée. Les mâles qui transmirent leurs gènes furent donc ceux qui étaient attirés par les signes de la jeunesse fertile des femelles et qui ne cessaient de les courtiser et de les nourrir pour pouvoir les pénétrer et jouir. Les femelles développèrent donc par sélection génétique des signes visibles par les mâles, signes indiquant leur fertilité liée à leur jeunesse et à leur bonne santé hormonale, ce que l'on nomme les caractères sexuels secondaires. Le pubis, souvent glable et rosé chez les grands primates, couvert de poils, se couvrit de poils chez la femme humaine au corps glabre. Les seins devinrent volumineux et ostentatoires, et les lèvres du visage plus charnues et rosées. Tout un ensemble de signes indiquant que la fillette était devenue femme et pouvait enfin être courtisée, séduite, nourrie, et enfin prise et fécondée. C'est donc par tout cet ensemble de signes que les femmes actuelles indiquent aux groupes et aux hommes, non pas leur période d'ovulation mensuelle, mais leur fécondité liée à leur âge, indiquant qu'elles sont enfin femmes, qu'elles sont enfin prêtes à être courtisées et entretenues par un homme pour devenir mères et continuer dans ce laps de temps la vie et l'espèce, avant que le temps ne les stérilise, tout en faisant disparaître tous ces signes ostentatoires de la jeunesse fertile. Vient alors l'âge de la vieillesse, la peau se ride, les seins deviennent flasques et pendants, les lèvres s'amenuisent jusqu'à disparaître pour ne laisser qu'une fente ridée. Cette femme stérile n'est alors plus désirable par les hommes. Il est alors temps de devenir l'aide indispensable aux jeunes mères, de devenir la grand-mère qui, par son expérience et son savoir, aidera les plus jeunes à accomplir à leur tour leur rôle de mère. Voilà, petit texte pour vous parler un peu de ces caractères sexuels secondaires, pour vous expliquer qu'en fin de compte, l'homme a développé une sexualité bien différente de celle des autres primates, une sexualité permanente, c'est-à-dire une sexualité qui n'est pas basée sur la période de fécondité mensuelle des femelles, ou des femmes, mais sur le laps de temps où la femme est femme, c'est-à-dire qu'elle n'est plus fillette, elle n'est pas encore vieille et grand-mère. Ce laps de temps est un laps de temps où la femme a une sexualité quasiment permanente, bien qu'elle ne la pratique pas de façon permanente, mais où la femme humaine a une sexualité permanente, sexualité qui avait pour but, en fin de compte, pas de jouir,
mais qui avait pour but d'être nourri et de pouvoir survivre par cet apport de nourriture, parce qu'un petit à croissance lente, dans un milieu même dangereux, pour une espèce, un petit à croissance lente, car nous sommes une espèce sociale, et nos enfants ont besoin de se former spirituellement, d'avoir une éducation extrêmement longue pour devenir des humains intégrés dans une société extrêmement complexe, hiérarchisée et ordonnée. Donc il faut une enfance très longue, il faut une mère qui est là en permanence à s'occuper du petit et souvent qui n'a pas le temps d'aller chercher de l'énergie. Et c'est ainsi qu'elle échange dans les premiers temps de l'attention, de la tendresse et de la sexualité avec les hommes pour tout simplement pouvoir manger et retransmettre cette énergie à ses petits. Nous sommes une espèce très particulière qui s'est construite sur le partage des tâches. Ça change actuellement, mais nous gardons en nous cette particularité d'avoir ce sexe contre énergie et cette sexualité permanente qui a fait survivre nos ancêtres, de l'avoir encore inscrite en nous, bien que cela commence un peu à disparaître. Mais nous sommes encore forgés par des millions d'années d'une évolution bien différente qui a rendu l'homme bien différent dans la structure sociale, bien différent des autres primates. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir, espoir, petit texte. Je referai un live peut-être demain ou après-demain, un live confinement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, l'éveil des consciences est gratuit. La version brute, bien sûr, est en téléchargement, est gratuit en téléchargement, avec aussi le sexe contre énergie, où je parle de ça, livre que j'ai coécrit avec Boris Grévin, qui a fait toutes les recherches sur les sites scientifiques et toutes les recherches scientifiques pour apporter justement toutes les recherches des labos, toutes les recherches scientifiques qui corroborent toutes mes explications de mes textes, de mes versets. Donc voilà, donc vous avez l'éveil des consciences et sexe contre énergie, gratuit, en téléchargement sur l'éveildesconsciences.com en un seul mot. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.